Nous allons commencer cette table ronde. Donc, elle va se dérouler selon les mêmes modalités que celle de jeudi et plus généralement comme d'habitude. C'est-à-dire que nous avons 4 intervenantes que nous allons vous présenter. Nous allons avoir 3 questions pour chacune d'entre elles, avec des réponses assez courtes. Enfin, tout ça est assez calibré, on va dire. Et puis ensuite, nous aurons un temps de débat avec vous, un temps durant lequel, bien sûr, vous poserez des questions donc à nos intervenantes. Voilà. Alors, on va commencer donc par les présenter. Je vais présenter tout d'abord Nicolas Barre. Nicolas Barre, donc, qui est à côté de moi, qui est depuis cette rentrée, depuis septembre 2013, chargé de la mission ABCD de l'égalité sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale et des droits des femmes, qui était auparavant cadre à la direction régionale jeunesse et sport, où elle s'occupait de sport de haut niveau et de sport professionnel. Nicolas Barre a été footballeuse au plus haut niveau, puisqu'elle a eu une carrière de 20 ans. Elle a été dans une équipe qui a acquis 8 titres de championne de France. Et elle a terminé meilleure buteuse d'un championnat de France. Enfin voilà, une vraie carrière sportive. Et son engagement pour un égal accès des femmes et des hommes à la pratique sportive est ancien. Il l'a amené alors d'abord à créer un club de football dans la région parisienne à Bagneux en 1998 et aussi à fonder une association, Liberté aux joueuses, association de défense des droits des femmes dans le sport. Alors il faut dire que cette association a permis, ce qui est une grande première historique, de sanctionner, c'était la première fois en effet en France, en 2003, un club de football pour discrimination de genre. En 2000, Nicolas Barre a été donc chargée de mission femmes et sport par Marie-Georges Buffet au sein du ministère des Sports. Donc elle a engagé un certain nombre d'actions dans ce cadre. Et dans le même temps, et je dirais que c'est d'abord pour ces actions-là que nous l'avons sollicitée aujourd'hui, dans le même temps, elle a construit un projet d'éducation à l'égalité des filles et des garçons en utilisant comme support le sport et le football en particulier, la verbalisation, le dessin. Et donc, projet d'éducation à l'égalité pour lequel elle a monté donc, des partenariats avec des écoles, ouvert des classes. Voilà. Et donc, évidemment, elle nous expliquera tout ça. Son objectif étant d'aider les enfants à lutter contre les stéréotypes au moyen justement d'une initiation, stéréotypes sexués bien sûr, au moyen donc d'une initiation au football. Donc, comme elle l'a écrit et le dit si bien, voilà, elle a pris beaucoup d'initiatives et d'actions avec l'envie de changer le futur des enfants et du même coup le nôtre et celui de notre société. Voilà pour la présentation de Nicolas Barre. Oui, bonjour aussi à mon tour. Une autre praticienne de terrain, Hélène Gouron, bibliothécaire. Relativement, elle est jeune, donc il y a peu de temps qu'elle a terminé ses études de bibliothécaire. Pendant ce temps, elle a travaillé à l'association La Joie par les livres, qui aujourd'hui est rattachée à la BNF. Elle a participé à la revue des livres pour enfants, donc des études, un travail concret en même temps. Puis, sa vie professionnelle a démarré à la bibliothèque de Montreuil, où elle a collaboré au comité de sélection Album pour livres au trésor. C'est une initiative du département de la Seine-Saint-Denis. Depuis 2007, elle travaille dans une bibliothèque publique de la ville de Paris, l'Heure Joyeuse, où elle a réussi à prendre des initiatives sur les représentations du féminin et du masculin par les filles et par les garçons, ainsi que dans la littérature jeunesse. Elle va nous en parler évidemment amplement. Voilà, Hélène est donc une actrice de terrain directement en prise avec la mission de transmettre et éduquer. Et à partir de son insertion dans une institution, elle a pris des initiatives en matière de genre. Très bien. Alors,
selon donc nos usages, nous avons aussi des chercheuses, enfin aujourd'hui des chercheuses, oui, sur donc à cette table ronde. Alors Marie-Carmen Garcia, qui est ici, donc qui est sociologue, qui est membre donc de l'équipe Sport, Organisation, Identité à l'université de Toulouse, donc professeure dans cette université, dans ce laboratoire. Elle a réalisé donc avec Sylvia Faure une recherche à propos de l'institutionnalisation de la danse hip-hop, institutionnalisation qui justement questionne les socialisations physiques et corporelles en lien avec les systèmes de genre dans différentes institutions. Elle nous expliquera cela. Institutions comme des maisons des jeunes, des maisons pour tous, des centres sociaux, où cette activité donc a été, on peut le dire, instituée. Elle a, à la suite de cette recherche, continué à travailler sur le milieu circassien, donc en approfondissant les analyses à propos du genre qu'elle a entreprises dans la danse hip-hop. Et dans ses recherches, elle souligne tout particulièrement justement la diversité des rapports au corps selon les contextes. Elle a travaillé donc sur les normes du sport ou de l'art, montrant toutes les modalités de construction des féminités, des masculinités dans ces différents contextes. Actuellement, elle achève une recherche pluridisciplinaire sur les violences liées au genre en milieu scolaire. J'indique 2 publications de Marie-Carmen Garcia, une de justement sur la culture hip-hop, Jeunes des cités et politique publique, qui est un des cadres dans lequel elle a travaillé, donc publié en 2005, et un autre plus récent, Artistes de cirque contemporain, donc qui a été publié en 2011. Voilà. Donc voilà pour Marie-Carmen Garcia. Alors, vous voyez, notre table ronde est très paritairement équilibrée entre les chercheuses et les femmes de terrain. Donc, moi, j'ai également une chercheuse à vous présenter maintenant, Fanny Lignon, philosophe de formation, docteur en arts et sciences de l'art, avec la mention cinéma, télévision, audiovisuel. Fanny est au bout là. Fanny est actuellement maître de conférence en études cinématographiques et audiovisuelles à l'ESPE, École supérieure du professorat et de l'éducation, à l'université Claude Bernard de Lyon. Fanny Lignon est membre du laboratoire ARIA, c'est-à-dire Atelier de recherche sur l'intermédialité et les arts du spectacle. Pour la décrire, quelques mots-clés que je vous propose, Fanny, j'espère que vous allez vous y reconnaître. Histoire et esthétique du cinéma muet américain. J'ajouterai un autre mot-clé qui est Erich von Stroheim. Éducation à et par l'image, genre et image. C'est une femme de son et d'image. Alors, ces enseignements et axes de recherche croisent toutes les préoccupations de cette table ronde, transmettre, instruire, éduquer, parce qu'elle travaille sur les représentations genrées véhiculées par les images fixes et animées que fréquentent les jeunes d'âge scolaire. Alors, dans les éléments, dans les publications de Fanny, il y a beaucoup, il y a des pages. J'ai retenu deux points à souligner. Un article qu'elle a publié sur les jeux vidéo de catch, 2 points, du sexisme à l'égalité, point d'interrogation. Et puis j'ai également retenu une exposition où il est question des sorcières animées au sein d'une exposition sur les parcours de sorcières en bibliothécaire. Voilà. Voilà pour la présentation. Je te laisse enchaîner sur les questions. La première. Pardon ? Oui. Ah oui, alors maintenant on passe aux questions, bien sûr. Donc, je vais m'adresser à Hélène Gouraud. Parmi donc l'ensemble des activités que vous avez conduites dans toutes vos expériences, laquelle vous paraît la plus représentative, la plus emblématique d'un projet de coéducation ? Et est-ce que vous avez le sentiment de vous inscrire dans une dynamique de culture antisexiste ? Voilà les questions. Alors, bonjour à toutes et à tous. Oui, tout à fait, bien sûr que je m'inscris dans une dynamique de culture antisexiste, très volontiers et très volontairement. Alors, l'action que j'ai menée, en fait, qui a,
abouti sur plusieurs petites choses. C'était une exposition donc, à la bibliothèque L'Or Joyeuse, qui est une bibliothèque spéciale jeunesse où je travaille. Une exposition qui a duré 4 mois, dans laquelle j'ai voulu mettre en avant, dans des vitrines sous verre, beaucoup de livres et d'objets pour enfants. Et j'ai mis dans des escaliers aussi des agrandissements de personnages enfantins, de livres de littérature jeunesse, qu'ils soient clichés ou anti-clichés, justement. Parce que Dieu merci, il n'y a pas que des auteurs, illustrateurs, illustratrices pour enfants qui véhiculent des clichés, il y a aussi ceux qui veulent lutter contre cela. Donc il s'agissait de montrer un petit peu tous les différents aspects du sexisme très, très présent, malheureusement, en littérature jeunesse. Donc l'exposition s'intitulait « Des livres roses pour les filles, des livres bleus pour les garçons », pour l'interrogation, images du féminin et du masculin en littérature jeunesse. Donc il s'agissait non seulement de montrer comment les attitudes, les vêtements, tout, ce qui représentait les garçons et les filles en littérature jeunesse était extrêmement sexiste et très cliché, et montrer également le rôle de la famille, la représentation du père et de la mère, mais aussi de tout adulte entourant dans les livres pour enfants les enfants, et de montrer aussi les livres qui luttent contre ce sexisme multiprésent, et voilà, de dénoncer un petit peu cela. Donc au cours de cette exposition, j'ai accueilli nombre de groupes d'enfants, vraiment de 3 ans jusqu'à adolescents, et même les adultes qui les accompagnaient. Et d'ailleurs, les initiatives pour venir, pour visiter l'exposition, faire des ateliers autour de cette exposition, venaient souvent des institutions, des écoles, des centres de loisirs, des lieux spécialisés d'éducation d'enfants en difficulté, bref, beaucoup d'enfants de tous âges et de tout genre, justement. Donc je menais des débats avec les enfants, je les faisais réfléchir sur cette question du sexisme dans la littérature jeunesse, déjà en visitant l'exposition et en les faisant regarder les livres, en leur faisant des lectures et en leur faisant regarder les personnages, c'était des grandes figurines de personnages, en les faisant commenter, si vous voulez, naturellement, en voyant ce qu'eux avaient à en dire. Donc c'était très élogieux et très intéressant, ma foi. Et donc en faisant des ateliers très ludiques aussi avec eux pour les faire se rendre compte par eux-mêmes du sexisme en littérature jeunesse, et non pas qu'on leur inculque de manière, trop scientifique et trop... voilà. Il ne s'agit pas de faire un cours, mais plutôt de les faire réfléchir. Donc pour donner quelques chiffres, la littérature de jeunesse actuellement, et là je me base sur des travaux de sociologues notamment Sylvie Cromer, et alors actuellement pour une héroïne, nous avons 10 héros en littérature jeunesse. Voilà, je savais que ça vous choquerait, ça me rassure, moi aussi. C'est pour ça que j'ai voulu lancer cette exposition. Donc voilà, il s'agissait par exemple, vous voyez, de leur faire fermer les yeux, de les mettre dans la salle des albums devant les bacs, où tout est rangé par ordre alphabétique, donc il n'y a pas de rangement thématique particulier, et de les faire choisir au hasard un livre. Et de regarder chacune combien de filles, combien de garçons il y avait à l'intérieur, comment ils étaient habillés, qu'est-ce qu'ils faisaient, etc. Et ils ont compris en fait par eux-mêmes, c'était vraiment des réactions de surprise et d'injustice. Et là, ça m'a rassurée parce que aussi bien les filles que les garçons. Voilà. Les garçons avaient tendance au début à dire « ouais, on est plus nombreux, les garçons font des choses plus intéressantes, etc. » Et puis, ils se rendaient vite compte en parlant déjà avec leurs copines, et puis avec mes interrogations, que oui, mais dans le sens inverse, ça vous ferait pas plaisir non plus. Il y a une injustice, il y a quelque chose qui n'est pas normal, et ils en venaient à le formuler par eux-mêmes. Donc voilà, c'était vraiment une démarche qui venait de moi, de la bibliothèque, de la littérature, vraiment partir des livres, et qui a vraiment essaimé avec beaucoup de partenaires institutionnels dans l'éducation et dans la culture, et qui depuis, mais on aura l'occasion d'en reparler, a généré d'autres demandes en fait, et cette exposition est allée ailleurs et a provoqué d'autres... voilà. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais on en reparlera. Voilà. Merci. Maria Carmen Garcia, je vais vous poser la même question, mais peut-être en insistant sur ce que vous avez étudié, puisque vous avez eu beaucoup d'expériences, d'activités à étudier. Laquelle vous paraît la plus emblématique d'un projet de coéducation? Et est-ce que vous avez trouvé là l'idée d'une culture antisexiste dans ces travaux? Alors, pour ce qui concerne la danse hip-hop et le cirque contemporain, dans les institutions socio-éducatives et éducatives, autrement dit l'école, MJC et centres sociaux, on n'a pas à faire en réalité à un projet
un projet de coéducation ni de lutte contre le sexisme. En réalité, on a plutôt affaire du côté des acteurs et actrices institutionnels à une valorisation de la mixité sexuelle. Et en l'occurrence, les représentations de la mixité qui sont au fondement de ces projets est une représentation fondée sur la complémentarité des sexes. Et qui dit complémentarité des sexes ne dit pas forcément égalité entre les sexes. Ça veut dire que pour deux ensembles de pratiques ou deux formes artistiques, celles qui m'ont intéressée, on va avoir une partition des pratiques ou des spécialités, par exemple en cirque contemporain, entre les aériens, le jonglage étant masculin, les aériens étant beaucoup plus féminins, une partition des sexes qui va reposer finalement sur des stéréotypes sexués, eux-mêmes fondés sur une certaine idée de ce qu'est la féminité et la masculinité, et ce qu'est un corps féminin et un corps masculin. Donc en l'occurrence, on a plutôt affaire ici à une culture des deux sexes, qui n'est pas tout à fait la même chose qu'une culture d'égalité, et plutôt également à des dispositifs ou des politiques publiques qui visent à amener les garçons de milieux populaires vers des pratiques considérées comme artistiques. Et je termine là-dessus en disant considérées comme artistiques parce qu'en même temps, ce qu'on va leur proposer dans ces univers artistiques-là, c'est ce qui va relever le plus de la performance corporelle. Un exemple que vous connaissez toutes et tous sans doute, c'est que dans Danse Hip-Hop, les garçons font surtout de la breakdance, c'est-à-dire de la performance et de la virtuosité physique au sol, et les filles font de la chorégraphie. Voilà. Nicole, même question, à partir donc de votre expérience de terrain. Donc moi, je vais recommencer par la fin de la question. C'était un petit anti-sexiste. Hein. Moi, je vais dire que je l'ai... La question, c'est parmi les expériences ou les actions que vous avez menées, laquelle vous paraît la plus emblématique de votre ambition d'éduquer à l'égalité et transmettre une culture antisexiste. Tout à fait. C'est pour ça que je voulais commencer par la fin de la question, puisque c'est le début de mon histoire. Moi, j'ai dû commencer effectivement d'abord par être anti, mais vraiment beaucoup, beaucoup anti. Et pour ça, il fallait avoir du courage, parce que j'ai dû me révolter contre la soumission, contre l'acceptation, contre la conformation, dans laquelle j'ai été éduquée, puisque, bien évidemment, les stéréotypes sexuels sont intégrés et que c'est difficile pour nous de pouvoir dire à un moment donné, confronté à une situation de violence et de discrimination, c'est injuste, ce n'est pas normal, et il faut se révolter contre ça. Déjà ça, c'était un sacré chemin. Il m'a fallu quelques 40 ans pour en arriver là, mais je suis contente de l'avoir fait finalement pour devenir au bout du compte une pro de l'égalité, une pro de l'envie de donner aux enfants les moyens de changer le monde, en essayant de faire en sorte de lutter effectivement contre la construction des stéréotypes éducationnels, mais à la racine, à la base, avec cette illusion qu'on pourrait envisager une façon de les éduquer à un moment suffisamment crucial pour qu'on empêche de faire en sorte que ces stéréotypes éducationnels sexués se forment. Voilà, vous voyez, l'ambition, elle est énorme. Et l'idée, c'est d'aller au plus près de leur capacité d'apprentissage. On est arrivé avec l'ABC d'égalité à aller jusqu'aux grandes sections de maternelle, et c'est déjà pas mal du tout. Mais de commencer dès le plus jeune âge à mettre en place des actions, des outils, de façon à ce qu'ils prennent bien conscience que tout est possible pour les filles et pour les garçons. Voilà, il faut arriver à travailler sur les deux genres en même temps. Alors, dans mon expérience de terrain, passer effectivement le procès dont a parlé Catherine dans son propos introductif me concernant, où effectivement c'était l'occasion de rendre hommage à plein de personnes qui ont lutté et qui ont construit des droits, et il faut savoir faire exister ces droits. La question que je me suis posée, c'est vraiment en tant que ce que je suis, c'est-à-dire, elle vous l'a dit, une sportive, une entraîneur de haut niveau, en tant que ce que je suis, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je voudrais mettre en place qui pourrait être efficace rapidement auprès des enfants. Alors, qu'est-ce que je suis ? Une sportive. En tout cas, ce que je sais bien, c'est qu'il y a une cruelle violence qui est faite aux filles dans cette absence de mobilité du corps, dans cette absence d'usage de l'outil corps. Voilà, ça pour moi, c'est terrible, parce que j'ai tellement, de mon côté, été heureuse et enthousiasmée, éblouissante et épanouie grâce au sport et grâce au corps, que je me dis que vraiment, il faut revenir à la racine. Donc, dès le départ, quand je suis face à des enseignants qui posent la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite ? Je parle tout de suite de la cour de récréation, je parle tout de suite de la mobilité, de la course, des jeux et autres. Bon, voilà. Donc déjà, je me suis dit, je suis une sportive. Moi, ce à quoi je crois et ce sur quoi je pense avoir une compétence,
c'est le sport et c'est la mise en mouvement du corps. Et à partir de là, construire une situation où on va les faire jouer dans une situation de mixité, en utilisant les espaces. Bien évidemment, je suis une footballeuse, mais à 2, 3, 4 ans, 5 ans, je ne cherche pas à les faire jouer au football. Je mets en place plutôt des jeux éducatifs, la forêt magique, l'horloge. Vous voyez tout ce qui fait que les enfants sont ensemble et qui sont dans cette capacité à bien se mettre en mouvement et avec un côté extrêmement ludique, parce que ce qui compte aussi, c'est de les faire travailler, mais de ne pas les rendre malheureux non plus pour autant. Hein. Voilà, ils sont là quand même pour s'amuser. Donc voilà, je suis partie de là. Puis après, je me suis dit, mais enfin, on doit construire un être humain dans son ensemble. Et il faut arrêter de considérer qu'il y a des endroits où on construit peut-être de la mobilité du corps, de l'espace, du jeu. Alors, on va dire c'est l'association sportive, les milieux socioculturels. Et puis un endroit où on va remplir la tête de savoirs multiples et divers dans les contextes de l'éducation nationale. Et en fait, moi, je me suis dit, mais non, il faut arriver à faire en sorte qu'à un instant T, à tous les moments, on est en face d'un petit adulte à devenir, quoi, voilà, et qu'on doit faire de multiples entrées qui permettent de construire des apprentissages divers, qui mettent en jeu à la fois le cœur, le corps et l'esprit. Et donc, en partant du corps et des jeux et de cette mobilité de l'espace, eh bien, j'y additionné cette idée que le langage est important. La mise en mots, on parlait de la féminisation des mots tout à l'heure en aparté avec Catherine. Bon, la mise en mots, c'est quand même très important. Le langage, la verbalisation, parce que ce sont des instants forts de prise de conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et on le voit même avec les adultes, à un moment donné, si vous interpellez quelqu'un sur quelque chose qui vient d'être dit, en lui disant « mais tu entends ce que tu as dit là ?» La personne ne s'est pas entendue parce qu'évidemment le stéréotype est intériorisé. Et à ce moment-là, il y a une espèce de temps de stupeur qui se crée et c'est là qu'on a gagné. Et ben, ce qui va pour les adultes va pour les enfants aussi. Si on arrive à un moment donné à les faire s'arrêter, juste avec un petit peu de stupeur dans le regard, qui se mettent un petit peu à réfléchir, juste à ce moment-là, ils se rendent compte que finalement, ce qu'ils ont énoncé, ça peut être complètement différent. Il peut y avoir une autre réalité, et cette réalité serait autre chose que celle des stéréotypes éducationnels dans lesquels ils baignent déjà depuis 3-4 ans et dans lesquels ils sont complètement construits. Donc voilà, la deuxième idée, c'était le corps, le mouvement, le jeu, et puis les mots, les verbes, le temps d'arrêt, la prise de conscience, la stupeur, faire chanceler un petit peu ses certitudes, parce qu'évidemment, si on ne met pas d'incertitude, comment peut-on construire autre chose que ce qui est déjà intériorisé, déjà acquis? Et puis après, revenir dans ce troisième temps que je mettais en place dans mes ateliers, qui existe toujours d'ailleurs, remettre en place un travail à la fois sur l'espace, mais cette fois du coup, essayer de démontrer, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais je pense que vous l'avez compris, je ne suis pas une universitaire, donc j'ai juste une perception des choses et une sensation qu'il y avait un lien très étroit entre la mobilité du corps, cette expression des émotions, du physique et de l'espace, et cette capacité ensuite de pouvoir transférer dans une sorte d'ambition qui permette de se réaliser en tant qu'individu, en tant que personne. Et là, j'entends plus simplement la place du corps, celle de l'espace, mais la place aussi de l'être dans la position sociale et dans la capacité à exprimer son soi. Et donc, du coup, j'ai voulu mettre en place un atelier où on peut voir les enfants à qui je proposais de dessiner, où je mettais en place une fresque au mur qui était délibérément trop petite. C'était un vrai choix pédagogique, c'est-à-dire que j'aurais pu donner une feuille de papier, un crayon à chacun, et avec chacun à sa place, pour faire un dessin sur l'activité qui venait de vivre. Donc, c'est un vrai choix parce qu'il y avait 3 choses à observer qui ont été extrêmement pertinentes pour moi, et je remercie les universitaires parce qu'elles l'ont démontré ensuite par la suite dans des écrits très pertinents. Traverser de l'espace, donc comment les enfants partent. Au moment où vous avez dit on va dessiner, vous n'avez pas fini votre phrase, que les garçons sont déjà arrivés. Ils ne sont pas déjà partis, ils sont déjà arrivés. Vous avez des filles qui sont en retard. Et quand elles arrivent à la fresque, évidemment, la place est occupée. Je le répète sans arrêt, mais c'est vraiment flagrant. Et quand des filles arrivent à la fresque, les filles ne poussent pas. Elles ne prennent pas leur place. Elles attendent qu'on leur donne. Et moi, je vous parle d'enfants qui ont 3, 4 ans, 5 ans. Et après, ce qui est vraiment le plus pénible et le plus douloureux, c'est la dimension des dessins. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas traversé l'espace, elles ne prennent pas leur place à la fresque, et le dessin, il est tout petit par rapport à celui des garçons qui est grand. Et là, je fais la démonstration, sans avoir vraiment pu l'exprimer sur le plan vraiment universitaire, mais vraiment c'est flagrant, que ce corps est vraiment central, premier, dans l'éducation des enfants. Il construit cette capacité à être dans l'émotion, la perception d'un soi, ça construit de la confiance en soi, ça donne du dynamisme, et ce dynamisme-là et cette confiance en soi, elle se traduit ensuite dans ce que je m'autorise à être dans la société en tant qu'adulte, et ça donne cette capacité à vraiment prendre sa place. Voilà, je répète, le sport a été longtemps décrié, on l'a longtemps oublié, c'est toujours le truc qu'on fait à la fin, comme ça, là, et bien moi je dis c'est la première chose qu'on devrait travailler immédiatement dans toutes les situations pédagogiques, que ce soit de la maternelle jusqu'à la fin de l'école, l'université, c'est un outil premier. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, et c'est ce que moi j'ai démontré dans les ateliers que j'ai mis en place.
Merci Nicole. On a l'impression que nous aussi, on a sauté un peu là. On était toutes dans une BD à vous suivre. Fanny Lignon, même question. Donc, parmi les expériences et recherches que vous avez étudiées ou conduites, laquelle vous paraît illustrer le mieux l'ambition donc d'éduquer à l'égalité et de transmettre une culture antisexiste? Alors, quand on pense stéréotype de sexe, on pense catalogue de jouets, publicité, photos de mode, vidéoclips. Déjà, il y a beaucoup d'images qui viennent. Mais il y a des images qu'on oublie régulièrement de convoquer. C'est celles que proposent les jeux vidéo. Alors, il m'est venu une idée, en fait, d'éduquer simultanément à deux choses qui sont difficiles, à la fois l'éducation à l'image et l'éducation à l'égalité femmes-hommes, et en fait d'éduquer aux deux en éduquant à l'un par le truchement de l'autre et inversement. Donc, je vais vous présenter un exemple de recherche. Alors, c'est un poster donc, qui traite de la question des jeux de combat, des jeux vidéo de combat. Donc, j'ai étudié une certaine quantité de ces jeux et je suis arrivée à la conclusion très logique, qui était relativement attendue, qu'il y avait beaucoup d'hommes virils dans ces jeux vidéo. En voici quelques exemples. Là, vous avez donc des beaux stéréotypes masculins. À gauche, là, les voici. Vous avez également des femmes particulièrement féminines. Je vous en montre quelques-unes. Vous admirerez la lumière qui tombe sur les seins, sur la femme qui est en bleu. Vous admirerez la transformation en petit lapin de la combattante dans certains cas, alors que les garçons se transforment en tigres et autres prédateurs. Vous admirerez la position dans laquelle cette femme brésilienne, qui fait évidemment de la capoeira, chute quand elle perd, etc. Bon, donc on a des stéréotypes, c'est une chose évidente. Je vais vous montrer, pour vous en convaincre définitivement, un petit extrait vidéo qui est très court, je rassure. Attendez, c'est pas celui-là, pardon. Et qui est celui-ci, voici. Voilà. Cet extrait a toujours beaucoup de succès. Je précise qu'un moteur graphique spécial a été fait pour le rebond des seins de cette femme qui ignore l'usage du soutien-gorge sportif apparemment. Mais bon, bref. Donc, je voulais nuancer le propos précédent en disant que certes, il y a des hommes masculins, il y a des femmes féminines, mais il y a aussi des femmes masculines, parce qu'elles combattent, parce qu'elles ont certaines tenues parfois et certaines attitudes. Donc bon, je n'ai pas le temps de développer, mais le cas existe bien évidemment. Et nous avons aussi des hommes qui sont féminins, par exemple, parce qu'ils ils s'habillent de façon très coquette. Alors, il y a un jeu où on peut choisir tous les vêtements de sa, entre guillemets, poupée virtuelle. C'est-à-dire que vous avez un jeu de combat qui s'appelle Soul Calibur, où vous pouvez choisir les tenues donc complètes. On peut même déshabiller donc la poupée. Ça s'arrête au slip, hein, évidemment, rassurez-vous. Mais pour les femmes comme pour les garçons. Mais il y a autant de tenues pour les filles que pour les garçons. On peut choisir la ceinture, la couleur des chaussettes, enfin ça va très très loin. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu de combat, donc un jeu a priori destiné aux garçons, mais qui les autorise d'une certaine façon à jouer à la poupée, mine de rien, tout en jouant à un jeu de combat. Donc les choses ne sont pas si simples. Et puis, et c'est ça que je voudrais démontrer, enfin que j'ai essayé de démontrer, c'est que ces jeux qui ont l'air très stéréotypés à première vue le sont en fait pas tant que ça. Parce que derrière un personnage de gros baraquet masculin ou derrière une nana avec des seins et des fesses, puisque c'est souvent ça qui se passe, eh bien, on peut avoir un garçon ou une fille, que ce soit une fille ou un garçon. Donc en fait, j'ai essayé de schématiser ça dans ce petit dessin que vous voyez au centre. Vous avez la possibilité à l'écran d'avoir un combat homme-homme, femme-femme, femme-homme, homme-femme. Derrière, vous avez la possibilité aussi d'avoir des joueurs et des joueuses des deux côtés, ce qui fait qu'on se retrouve avec 10 combinaisons différentes possibles. Donc ça n'est pas du tout aussi stéréotypé que ça en a l'air a priori, parce que derrière un personnage, il peut toujours y en avoir un autre. Et ça complique évidemment quand on joue à deux. Donc ça, c'est sur quoi j'ai travaillé. Alors, les résultats de cette recherche ont été que les jeux vidéo de ce type, en tout cas, sont à la fois sexistes et à la fois égalitaires. Et les pistes pédagogiques vers lesquelles on peut se diriger, c'est que voir un stéréotype
Et habiter un stéréotype de l'intérieur, ça n'est pas du tout la même chose. On peut tout à fait, dans une classe, faire jouer des enfants et demander à ce garçon d'être à l'intérieur d'une fille. Alors, au début, il va rigoler parce qu'elle est outrancière, etc. Peut-être. Mais au bout d'un moment, il veut gagner parce que c'est un jeu. Et si vous voulez continuer à jouer, il faut gagner. Donc, il va apprendre à maîtriser son personnage. Il va apprendre à savoir. Il va passer au-delà de la simple moquerie. Et puis, c'est pareil pour les filles aussi. Donc, on a des choses très complexes qui peuvent se produire. C'est-à-dire, l'idée, en fait, est de se servir des stéréotypes qui sont ici très flagrants et donc très faciles à identifier pour lutter contre les stéréotypes, tout simplement. Et je me demande si ce type de jeu, justement, parce que très outrancier, n'est pas en fait une chance pédagogique. Cela étant, c'est un type de jeu, il en existe bien d'autres. Je vous montre une petite partie de l'iceberg. Il y a aussi bien d'autres jeux qui surfent sur d'autres choses. Merci. C'est un petit peu comme les vaccins, cette histoire-là. Catherine? Oui. Donc nous allons passer maintenant à la deuxième question avec nos intervenantes. Alors, je vais poser d'abord cette deuxième question à Nicolas Barre. Donc, comment t'es-tu situé par rapport aux institutions et aux administrations par rapport à cette expérience, par exemple, de l'utilisation du football dans un cadre d'une éducation antisexiste, on va dire. Est-ce que ces institutions, ces administrations, ce qui n'est pas évidemment la même chose, est-ce qu'elles ont représenté un soutien ou bien est-ce qu'elles ont représenté un frein par rapport à ces projets ? Alors là, heureusement qu'il existe des politiques publiques, des institutions publiques, de quelque nature que ce soit et de quelque niveau que ce soit, parce que sinon, d'abord, je ne serais pas là aujourd'hui peut-être, sûrement d'ailleurs, et puis l'ABC l'égalité n'existerait pas. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur la ville de Bagneux et puis de rencontrer la ville de Paris, que je remercie toujours à chaque fois d'avoir été en capacité d'entendre, d'écouter et de me donner la possibilité de mettre en œuvre et de concrétiser ce que je vous ai raconté tout à l'heure, puisqu'en fait c'était bien ça, j'étais dans une espèce de réflexion, j'avais envie de faire quelque chose, j'ai construit un projet, puis après, les idées ne sont que ce qu'elles sont. Si on ne trouve pas des acteurs qui ont les capacités d'opérationnaliser, et bien évidemment on passe par les budgets des communes et de l'État, on n'arrive pas à démontrer ce que j'ai réussi à démontrer et qui aujourd'hui prend une dimension assez extraordinaire. Encore une fois, c'est la politique publique et deux ministères qui sont les porteurs, les catalyseurs et les propulseurs à un plus haut niveau de ce que j'ai moi installé à petite échelle sur la ville de Toulouse. Donc moi je tiens à remercier vraiment les institutions publiques parce que les subventions publiques, voilà, ça peut produire des très 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 belles choses. Ça m'a permis de démontrer que j'avais raison. Ça m'a permis de convaincre, ça m'a permis de faire un film qui est passé dans plein d'endroits, qui a fait bouger plein de gens, qui a pu démontrer qu'effectivement le sport c'est pas un sujet négligeable, que c'est fondamental dans la thématique qui est la nôtre sur l'égalité filles-garçons. Jusqu'au jour où, à force d'agir, de parler, parce que ça fait quand même depuis maintenant 2000 que ce projet existe, comme je l'ai dit, sur Bagneux, Paris et Toulouse, maintenant encore en action sur la prochaine rentrée scolaire, sur la rentrée scolaire en cours, rencontrer une ministre et lui expliquer, ministre des droits des femmes, ça prouve aussi, ça démontre aussi que des ministres de plein exercice sur cette thématique, c'est pas anodin non plus. Rencontrer une ministre, lui parler, comme je vous ai parlé, de ce à quoi je croyais, de cette dynamique, de ce qu'il fallait impulser, de ma forte conviction que la vraie révolution, le vrai changement de monde passait par les petits, par les enfants, et que le seul endroit où on les a tous, à tout univers confondu, toute catégorie sociale confondue, où on les a longtemps, ce qui nous permet de travailler sereinement, tranquillement, sans avoir à se mettre un stress, pas possible. C'est l'éducation nationale, c'est à l'école, et que ça passait donc par ce ministère et par la formation de l'ensemble des acteurs de la communauté éducative, les formateurs, on a fait les recteurs, les DAZEN, les CPC et maintenant les enseignants, et que ce serait pas si simple que ça, que de faire une formation où vous interrogez les personnes sur leur posture professionnelle. Ça parle à tout le monde, c'est de la formation professionnelle, mais une formation où vous vous autorisez le droit de demander aux personnes de se remettre en question à titre personnel, parce que si on n'est pas capable d'admettre en tant qu'individu, homme, femme, dans la posture éducative qui est la leur, que nous sommes des produits de cette éducation stéréotypée, nous sommes dans cette société qui nous a inculqué ça dès le départ, et que nous sommes dans une totale inconscience.
Si on ne prend pas le temps de s'arrêter et d'admettre que nous sommes ces vecteurs, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, du coup, vous êtes un employeur qui demande à ses salariés de s'interroger à titre personnel sur ce qu'ils sont. Ce n'est pas si simple. Et ça doit se faire là aussi par une bonne communication, par des bons outils. Et là, merci aux chercheurs, parce que ce que je suis en train de vivre dans les formations que nous dispensons est très, très, très marqué par les interventions des universitaires, beaucoup de recherches. Et là, il faut vraiment leur rendre hommage, parce que ça fait des années que des choses sont dites. Mais c'est vraiment très percutant de passer de cette notion d'émotion à cette démonstration des statistiques, des enquêtes, des chiffres prouvés. D'ailleurs, la ministre des Droits des Femmes a elle aussi travaillé sur la prise de conscience par les chiffres avec un diaporama assez extraordinaire, où il y a des indicateurs qui sont frappants et que qui que ce soit puisse dire « Oh, c'est pas important, on a beaucoup évolué dans la société, l'égalité homme-femme, ça a avancé, on est bien maintenant, c'est beaucoup mieux. » Ben oui, mais quand on affiche 18 heures hebdomadaires par semaine de travaux supplémentaires pour les femmes, ça parle, parce que ces 18 heures-là, on ne les a pas pour faire autre chose, pour être soi, pour s'épanouir, pour être en politique, pour être chef d'entreprise. Et quand on dit aussi 600 € d'écart de salaire, de pension de retraite à la fin d'une vie, eh bien je trouve que c'est phénoménal. Ça a d'autres conséquences, je ne vais pas être trop longue parce que le temps est imparti, mais voilà, les politiques publiques sont là. La ministre des Droits des Femmes a voulu, entendu et donné à ce dossier que je portais, ce projet que je portais, que moi j'appelais Passe la balle. C'est devenu l'ABCD de l'égalité, que M. Payon a bien voulu intégrer. Et depuis la rentrée, nous avons donc 10 académies, 600 écoles qui sont pilotes sur cette expérimentation, avec, je l'espère, une généralisation, et où on est là donc au cœur du sujet. On est sur l'éducation nationale, on est sur les grandes sections nationales jusqu'au CM2, et on est sur de la formation. Et ces formations sont vraiment extrêmement riches, très intéressantes. Le monde change. Et je voudrais rendre hommage une dernière fois sur les politiques publiques et sur les personnes qui l'incarnent, en l'occurrence Mme Najat Vallaud-Belkacem et M. Vincent Payon. C'est que ces deux ministres ne pourront pas se prévaloir, s'il y a alternance politique ou s'ils quittent leur poste à la fin de leur mandature, ils ne pourront pas se prévaloir d'un résultat parce que ça ne se verra pas. La seule chose qu'ils pourront dire, on l'a fait, on a eu envie, on y a cru, c'est mis en place, et puis dans 10 ans, on verra peut-être émerger. Au niveau du collège, je pense qu'on le verra, je dis vraiment 10 ans, on verra émerger peut-être des adolescents différents, plus tolérants, moins violents, plus ouverts, plus à même d'exprimer ce qu'ils sont en positif et non pas en négatif, parce qu'on se rend compte que les garçons se définissent souvent aussi en rejetant le féminin. Voilà. Donc si on pouvait avoir des adolescents qui se disent pour quelque chose, qui se disent positifs dans leur façon d'être, qui sachent exprimer ce qu'ils sont avec tout ce qu'il y a comme possible dans la construction d'une personnalité, ben je crois qu'on aura gagné. L'ABC d'égalité, c'est cette ambition, voilà, et c'est en route. Et remercier encore une fois les ministres qui ont bien voulu porter ce projet en sachant qu'ils n'en récolteront probablement pas les fruits. Merci Nicole. Donc, même question pour Fanny Lignon. Donc, par rapport à ces travaux que vous avez faits, donc, est-ce que vous avez eu à vous situer par rapport à des institutions, des administrations publiques? Est-ce qu'elles ont représenté là aussi un soutien ou un frein par rapport à la réalisation à la fois de vos études, ces travaux, etc. Voilà, si vous pouvez nous... Alors, d'abord, c'est grâce à l'institution que j'ai rencontré le genre et les problématiques de l'égalité femmes-hommes. J'ai été nommée en 2000 à l'IUFM de Lyon et j'ai rencontré là-bas Michel Zancarini-Fournel. Donc, l'IUFM était pilote sur ces questions. Et donc, très rapidement, j'ai embrassé le sujet et l'approche avec grand intérêt. Après, au niveau de l'institution, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, il y a eu l'intégration dans les universités, puis il y a eu le passage aux SP. Et malheureusement, il y a de moins en moins de place pour l'enseignement de l'égalité femmes-hommes. Je suis désolée de le dire, mais c'est malheureusement vrai. Des enseignements autrefois étaient obligatoires, ils étaient relativement conséquents, et maintenant ils deviennent optionnels et relativement maigrelet. J'en suis la première désolée. Bon, en même temps, l'institution fait ce qu'elle peut. Par exemple, au niveau de la recherche, nous avons un soutien sans faille de l'université, en tout cas de la composante à laquelle j'appartiens. Il y a un groupe de recherche interdisciplinaire qui s'appelle le GEM, Genre, Égalité, Mixité, à l'ESP de Lyon, qui est très actif, qui réunit des collègues de toutes les disciplines et qui a déjà organisé... Voilà, merci. Deux colloques internationaux, donc celui-ci en 2010 et également un deuxième, donc, où, étant donné le titre, vous devinerez que j'étais plus investie encore. Voici.
Voilà. Et un troisième colloque est en préparation. Donc on se console comme ça, mais on est très 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 déçus de ne pouvoir intégrer davantage toutes ces questions dans l'enseignement. Alors on le voit, mais ça ne suffit pas toujours. Très bien. D'accord, parfait. Donc, j'ai pas vu passer le temps. Question pour Marie-Carmen Garcia aussi. Que dire donc de l'institutionnalisation de ces activités telles par exemple le hip-hop, dans les différents types de structures, donc les structures scolaires, socio-éducatives, mentionnées tout à l'heure. Est-ce que ces institutions, ces administrations, ça marche bien ensemble, ont soutenu, freiné, enfin avec quelles conséquences? Voilà, comment ça s'est passé? Alors, je dirais qu'on est un peu dans la suite de ce qu'expliquait Fanny Lignon à propos des jeux stéréotypés, c'est-à-dire que les effets sont ambivalents. Je l'ai dit tout à l'heure, l'institutionnalisation, autrement dit, l'entrée de ces pratiques qui étaient des pratiques de rue pour pour la danse hip-hop, et des pratiques de rue, mais de classe un peu supérieure pour le cirque contemporain, ça provenait des arts de la rue. Donc leur entrée dans des structures éducatives et socio-éducatives ont partiellement renforcé des stéréotypes de sexe. C'est ce que je disais tout à l'heure, avec cette idée de valorisation de la mixité, qui elle-même est fondée pour ces activités-là sur la complémentarité des sexes, entre guillemets, l'art pour les filles, créativité, expressivité, performance physique et virtuosité physique pour les garçons. Alors, ça, c'est un des axes et un des éléments. Néanmoins, on ne peut pas ôter le fait qu'on a quand même des porosités entre ces stéréotypes de sexe, et que des garçons qui font de la danse hip-hop en institution et des filles avec des filles, et idem pour le cirque contemporain, va produire des transgressions de genre, qu'elles soient, même si elles sont relativement minimes, c'est-à-dire des garçons qui vont aller vers des pratiques traditionnellement féminines et inversement. Donc des effets ambivalents, c'est-à-dire que d'un côté, on a un renforcement de certains stéréotypes, mais de l'autre côté, le fait que ce soit une institution, alors là j'insisterai là-dessus, les effets des politiques publiques et le fait qu'il y ait des éducateurs, enfin des gens autour, va permettre tout de même qu'il y ait des passages en fait entre ces frontières. Alors néanmoins, les frontières de sexe. Néanmoins, ces passages, ils sont pas univoques. D'une part, les filles ont plus tendance que les garçons à aller vers l'autre sexe, parce que c'est plus valorisé. Voilà, c'est des choses qu'on connaît bien en sociologie du sport, et puis en sociologie de l'éducation, c'est-à-dire que même le modèle, entre guillemets, de la fille-garçon manqué va être socialement plus valorisé que celui du garçon efféminé. C'est-à-dire que là, on n'a pas une équivalence non plus. Donc les filles on va avoir plutôt un mouvement des filles vers des pratiques masculines que l'inverse. Et quand l'un ou l'autre sexe va vers une pratique atypique, il y va aussi de manière atypique. Alors, je prendrais pour exemple les femmes clowns. Il y a un développement des arts du clown du côté féminin, alors que l'humour n'était pas du tout historiquement ni socialement l'apanage des femmes, en tout cas sur scène, pour diverses raisons sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. Eh bien, les femmes qui vont vers l'humour sur scène, donc les femmes clowns, vont sur l'humour entre guillemets au féminin. C'est-à-dire, par exemple, notamment fondé sur l'autodérision et sur rire de soi en tant que femme. Et là, on va encore avoir à l'intérieur d'un univers masculin une spécificité féminine, quand bien même il s'agit de femmes qui vont vers une pratique historiquement masculine. Donc pour conclure, ambivalence entre les stéréotypes et les transgressions possibles, mais quand même progression, je dirais, si je peux me permettre. Le fait que ça rentre dans les institutions, ça permet tout de même de dépasser un certain nombre de choses, même si les effets sont pas spectaculaires, mais petit à petit. Peut-être un petit peu comme ce qu'on entendait tout à l'heure à propos de l'éducation au sport. Je crois que c'est petit à petit que ça avance. Très bien, merci Marie-Carmen. La question donc semblable pour Hélène Gouraud, donc dire du cadre institutionnel donc dans lequel les actions, les activités telles l'exposition dont vous avez parlé tout à l'heure se déroulent, et puis la bibliothèque de manière plus générale. Voilà, est-ce que ces institutions ont soutenu ou freiné vos projets? Comment vos initiatives rejaillissent sur l'institution?
Voilà. Est-ce que d'autres acteurs, d'ailleurs, se sont engagés ou impliqués ça fait 4 questions en une, ce qui est beaucoup trop, mais je vous laisse le soin de, voilà, de répondre. Alors oui, donc moi mon cadre c'est la bibliothèque, hein, ça dépend de la mairie de Paris, puisque c'est une bibliothèque publique, municipale. Mais donc ma supérieure hiérarchique directe, ma directrice, m'a soutenue totalement. Le désir de faire cette recherche et cette exposition sur le sexisme en littérature jeunesse est vraiment parti de moi, d'un dégoût total face à ce qu'on pouvait trouver aujourd'hui en littérature jeunesse. Et peut-être parce que c'est une femme, j'en sais rien du tout. J'espère que ça aurait été un homme, ça aurait été la même chose. Mais voilà, elle m'a soutenue et encouragée sans me demander de compte jusqu'au bout, hein, jusqu'au résultat final. Donc voilà, au contraire, moi j'ai plutôt eu la chance d'être vraiment, comme beaucoup des femmes ici, soutenue et aidée là-dedans. Et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est vraiment important de pouvoir avoir la liberté de faire des thématiques qui font débat, parce qu'on a eu des débats avec des partenaires comme les écoles, hein, d'autres institutions, comme les familles, les parents, qui n'étaient pas toujours réceptifs au message qu'on donnait dans l'exposition. Et notamment des gens qui déclaraient ouvertement n'importe quoi. Le sexisme en littérature jeunesse, en 2011, ça n'existe plus. Parce que l'exposition, c'était en 2011. En 2013, elle existe toujours, donc vous pensez bien que c'était déjà le cas. Donc voilà, ça a été parfois un peu dur à faire accepter. Hein, voilà, mais sinon, donc, il y a eu des répercussions extrêmement positives, effectivement, et ça a donné des désirs à d'autres personnes, d'autres institutions, et c'est ce qui m'a fait plaisir. J'ai eu énormément de demandes, comme je vous disais, que ce soit l'école, mais d'autres institutions, hein, d'accueil d'enfants de tous âges, vraiment, du tout petit, de la crèche à l'adolescent, pour faire des ateliers, visiter l'exposition, commenter, faire des débats, faire des lectures, beaucoup de choses. Hein, ça serait trop compliqué à expliquer, mais il y a eu vraiment des répercussions très positives là-dessus. Et j'ajoute qu'au cours de cette exposition qui a duré donc 4 mois, j'ai fait intervenir moi-même des éditeurs et éditrices, des sociologues, des auteurs qui sont venus témoigner soit de leur recherche, par exemple pour un éditeur qui est aussi un chercheur en littérature jeunesse, qui est Christian Bruel, qui était venu nous parler de ce sexisme en littérature jeunesse, qu'il a beaucoup étudié dans le cas des albums. La sociologue Sylvie Cromer dont je vous parlais tout à l'heure, l'auteur pour la jeunesse Marie Saint-Dizier qui nous a parlé des petites filles dans les romans pour la jeunesse, et voilà, et les éditions Talent Haut également, qui sont des éditrices engagées dans la lutte contre le sexisme. Donc voilà, ça a fait vraiment boulet de canon, c'était et boule de neige, je sais pas comment. C'est pas grave. Voilà, vous comprenez l'idée. Et ce qui était intéressant, c'est que ça a touché aussi bien, je vous dis vraiment, dès la petite enfance jusqu'à l'adulte, jusqu'aux chercheurs, voilà, beaucoup de professions. Et enfin, cette exposition a voyagé. On me l'a demandé dans une bibliothèque et dans des centres culturels à Paris, dans un théâtre à Lyon, et là actuellement elle va bientôt aller en province dans un centre culturel en fait qui regroupe une médiathèque et voilà, une salle d'exposition, etc. Donc voilà, ça intéresse les gens et je suis la première étonnée et enchantée que ce sujet qui est vraiment important voyage, parce que le livre, comme le jeu, est un des tout premiers supports culturels qui est dans les mains de l'enfant dès tout petit. Et donc c'est très très important qu'il soit le plus critique, le plus ouvert possible et surtout pas sexiste. Voilà. Merci. Nous aussi, nous sommes enchantés quand même de voir que, comme dit tout à l'heure, c'est Hélène qui disait « Notre argent sert à diffuser la culture du jeu. Notre argent, nos impôts, l'argent que nous payons aux impôts, sert à fabriquer de la culture. » Eh bien, on voit qu'il sert aussi un petit peu à fabriquer de la lutte contre les inégalités à travers ces exemples. Il y a de quoi rendre un peu optimiste. Voilà. Et on passe à la troisième série de questions. Fanny Lignon, justement, dans toutes les modalités de mise en place, d'action que vous avez étudiées, il y en a certaines donc, que vous considérez comme des succès. On a quand même pas mal parlé de succès pour l'instant. Il y a peut-être aussi des échecs. Et de toute façon, on parle de leçons pour l'avenir, qu'il s'agisse d'échecs ou de succès. Alors, j'aurais envie de dire que de toutes ces actions, celles qui sont des échecs, celles qui sont des succès, c'est peut-être un peu les mêmes, selon qu'on considère la distance qu'on a déjà parcourue ou le chemin qui reste à parcourir. Alors,
Bon, comme je suis d'un naturel plutôt optimiste, je vais plutôt quand même me focaliser sur les succès. Enfin, j'essaye de me focaliser sur les succès. Et pour moi, les succès, ce sont toutes les occasions qui permettent de faire chausser à celles et ceux qui n'y pensaient pas à l'origine ce que j'appelle des lunettes roses à monture bleue, pour voir certaines choses. Tout ce qui permet en fait d'initier le regard, tout ce qui permet d'instiller dans l'esprit des enseignants d'aujourd'hui et de demain une réflexion sur ces questions. Alors je pense en particulier aux mémoires qu'on a fait faire dans le cadre de l'IUFM et maintenant de l'ESP de Lyon. J'ai compté hier, entre 2006 et 2013, on a permis que 55 mémoires, entre guillemets, genre, puissent se faire, des mémoires de master. Je trouve que c'est déjà un beau résultat, 55 mémoires je ne suis pas très douée en maths, ça doit faire 6-7 ans. Et puis il y a des petites choses qui font plaisir. Par exemple, un ancien étudiant qui m'a appelé, il voulait faire un film avec sa classe de maternelle, et il voulait donc faire un film sur l'égalité femmes-hommes. Alors on a discuté scénario, etc. Cette IEN avec qui j'ai fait soutenir des mémoires l'année dernière, et qui au début me dit c'est quoi, des trucs sur le genre, etc. Bon. Et puis à mesure que la journée avançait, j'ai vu qu'elle devenait de plus en plus intéressée. Et à la fin de la journée, elle m'a dit mais c'est formidable ce qu'ils ont trouvé avec ça, c'est génial. Enfin, elle était convaincue. Donc là, je me suis dit chic, ça marche, quoi. Il se passe des choses. Et puis il y a des choses qui font moins plaisir. L'autre jour, en passant dans un couloir, j'entends deux étudiants. Je dis mais enfin, si les filles préfèrent les revolvers enfin l'inverse, les filles préfèrent, je transforme à ma guise. Si les filles préfèrent les poupées et les garçons les revolvers, mais qu'est-ce qu'on y peut? J'ai dit, bon là, il y a encore du boulot, très bien. Et puis, j'ai une autre chose aussi qui donne envie de continuer. Un jeune homme que j'ai piloté pour son mémoire, qui avait fait un débat dans sa classe de CE2 sur égalité filles-garçons. Et donc, à un moment, il demande que font de particuliers, de différents, les filles et les garçons, s'ils font des choses différentes. Et il y a un garçon qui lève la main et qui dit, ouais, d'abord, les filles, ça sert qu'à faire des bébés. Et puis il y a une petite fille qui lève la main, mais à s'arracher le bras. Alors il dit, ça y est, celle-là va me sauver mon affaire. Il l'interroge et elle lui répond, c'est pas vrai, on fait aussi le ménage. Et là, on se dit que bon, faut continuer, quoi. Il y a encore du travail. Donc, bon, CE2, hein. Donc, en fait, je me dis que tout est toujours à recommencer. Je suis en train de faire une presque association. J'ai envie de me dire, on est un peu décisif. Hein, bon. Sauf que j'ai l'impression que notre rocher à nous, il est juste un peu plus gros et un peu plus lourd. Mais c'est un petit peu l'idée de ce que je retiendrai de ce que j'ai vécu. Merci. Marie-Carmen Garcia. Alors, même question, je la répète. Donc, de tout ce que vous avez vu, à ce à quoi vous avez participé, qu'est-ce qui vous apparaît comme des succès, qu'est-ce qui peut paraître moins réussi, et quelles leçons pour l'avenir? Bien. Alors, simplement, la petite fille qui fait aussi le ménage me dit qu'elle voulait peut-être dire on travaille aussi. Je me dis c'est peut-être ça, non? Bon, ok, j'étais un peu trop optimiste. Bon. D'accord. Donc, pour ce qui concerne la danse, la danse hip-hop et le cirque contemporain qui rentrent dans ces institutions, échec et succès, j'ai déjà parlé des ambivalences. Alors je dirais du point de vue des succès relatifs, si on peut évaluer, et en tant que chercheuse, c'est compliqué d'évaluer ce genre de choses, mais enfin je vais le faire quand même aujourd'hui. Les succès relatifs, c'est que notamment en quartier populaire, des filles qui avaient envie de faire de la danse hip-hop, de breakdance ou danse debout, et qui ne s'autorisent pas ou qui ne peuvent pas objectivement le faire dans l'espace public ou avec leur père masculin, pour plein de raisons liées aux socialisations dans ces espaces-là, ont pu le faire. C'est-à-dire que ça a permis à des filles d'entrer dans des pratiques jusqu'alors réservées aux hommes, dans des espaces considérés comme protégés. Et j'articulerai ça avec les modalités d'apprentissage, aussi bien pour la danse hip-hop que pour le cirque contemporain, mais pour l'ensemble des pratiques physiques et sportives, je pense. J'ai remarqué que, et d'autres sociologues du sport l'ont remarqué, c'est que les modalités techniques d'apprentissage, la façon de mettre le corps et comment on utilise le corps et comment le moniteur ou le prof va enseigner aux filles et aux garçons. Alors moi j'ai travaillé plutôt dans les milieux populaires, mais aussi un petit peu dans les classes intermédiaires, ce qu'on appelle couramment les classes moyennes. Eh bien on observe que, je vais vous prendre un exemple tout simple, en cirque, il y a les monocycles, enfin ce qu'on appelle les acrobaties sur engins précaires. Alors les garçons se jettent dessus en EPS en général, ils tombent, ils adorent ça, faire du monocycle. C'est très autodidacte, c'est-à-dire qu'ils sont pas encadrés, on les tient pas par la main pour monter dessus, ils tombent, ils se remettent, ils se font mal. Truc assez classique des modalités d'apprentissage
apprentissage en autodidacte, pareil pour le jonglage d'ailleurs, hein. Et les filles, elles, s'en écartent énormément. En revanche, les filles vont aller dans les écoles de cirque vers les acrobaties aériennes, qui sont quand même périlleuses. Elles montent quand même bien au-dessus du sol, mais elles sont longées. Et il y a du monde autour d'elles, et il y a toujours quelqu'un. Et elles le font. Alors moi, j'ai écrit quelque chose là-dessus, mais est-ce qu'on peut dire qu'elles ne sont pas courageuses ? Eh bien, bon, je suis allée beaucoup plus loin sur ces questions-là et d'autres l'ont fait. Et vraiment, dans les institutions, on peut partir effectivement des différences de sexe qui ont été construites socialement au préalable. Parce qu'ils arrivent, on en parle à midi, ils n'arrivent pas comme ça, vierges, hein, ces petits garçons, ces petites filles ou ces ados, préados, etc. Mais on peut aussi en faire quelque chose. C'est-à-dire que la coéducation, elle va poser un problème. C'est-à-dire que, en tout cas sur ces pratiques-là, et je pense sur d'autres spécialités aussi à l'école, également les maths, le français, etc. C'est-à-dire qu'il faut quand même partir de ça pour aller au-delà de ça. C'est un petit peu ce qu'on est en train de dire autour de cette table aujourd'hui. Dire que oui, ils arrivent avec des bagages différents, prenons-le en compte, ne faisons pas comme si ça n'existait pas juste pour se faire plaisir. Il y a bien des inégalités sexuées, il y a bien des différences sexuées, et puis à partir de là, amener vers l'égalité ou une mixité qui soit une vraie coéducation. Après, les jeunes font leur choix, etc. Il ne s'agit pas de forcer des gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Donc ça, c'est ce que permet, à mon sens, l'institutionnalisation. D'une part. D'autre part, eh bien, les échecs, je dirais, là où il y a encore du chemin à faire, c'est sur la question de la professionnalisation dans ces domaines-là, qui sont des domaines artistiques et physiques, parce que bien que les femmes s'engagent très très fortement dans ces pratiques de la performance, de l'humour, la créativité, etc., on constate au niveau des données chiffrées, mais même au niveau des observations un peu fines, qu'elles se professionnalisent, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que les hommes. Les hommes vont être beaucoup plus enclins à aller monter des compagnies, à se professionnaliser, et les femmes vont rester dans un statut amateur, dans lequel elles disent beaucoup s'épanouir en général, mais bon, qui pose quand même question sur les choix objectifs de valorisation d'une pratique et d'une compétence. Et là, je crois qu'il y a du boulot à faire. On l'évoquait un petit peu tout à l'heure sur le sport, pour encourager, pas décourager les garçons, mais en tout cas encourager les filles à aller au moins aussi loin que les garçons. Merci. Hélène, alors du côté de la bibliothèque, alors la question, il faut que je la répète, laquelle donc, dans ce que vous avez mis en place, qu'est-ce qui vous apparaît comme de grands succès? Parce que vous avez mis en place des séminaires, des expositions, des conférences, donc toute une série de choses. Qu'est-ce qui est particulièrement réussi? Qu'est-ce qui l'est moins? Et quelles leçons tirez-vous pour l'avenir? Alors, mais c'est un petit peu ce que je disais avant. Ce que j'estime être plutôt une réussite, c'est déjà d'avoir provoqué le débat, beaucoup de débats, ou pas. Mais l'essentiel, c'est d'en parler, je pense déjà. C'est d'avoir vraiment suscité l'intérêt des enfants et des adultes. Et je dirais, c'est d'avoir libéré la parole. Parce que pour avoir beaucoup travaillé, surtout avec les enfants, sur cette question, quand je voyais des petits garçons de 3 ans, 4 ans, ou plus, mais par exemple, je vois un petit garçon on parlait des clichés, on parlait de la représentation toujours pareil des filles, des garçons, la robe, les cheveux longs pour les filles, etc. Et ce petit garçon-là avait les cheveux longs. Et évidemment, il se faisait, je pense malheureusement le pauvre, souvent moquer de lui dans la cour de récréation et par tout le monde. Et là, justement, il a pu se permettre, puisqu'on en parlait et que c'est là-dessus qu'on appuyait, il s'est exclamé « Mais moi, j'en ai marre qu'on se moque de moi parce que j'ai les cheveux longs. J'ai le droit d'être un garçon, d'avoir les cheveux longs, je suis un garçon. » Et ça lui a fait un bien fou. Et il s'est affirmé dans sa masculinité, son enfance et son droit à être comme on veut, finalement. Hein, à ne pas... Et je me souviens d'une petite fille on parlait l'exemple est intéressant parce que, voilà... j'avais mis en parallèle 2 abécédaires. Je ne sais pas si j'ai le droit de dénoncer l'éditeur, mais bon, j'aimerais bien, mais je vais essayer de ne pas être... voilà. Donc c'était, figurez-vous, un abécédaire pour les filles et un abécédaire pour les garçons. Oui, nous avons 26 lettres dans l'alphabet, mais elles ne sont pas les mêmes pour les filles et pour les garçons. Je ne sais pas si vous le saviez. Il y en avait un qui était rose Barbie, bien sûr, et l'autre était bleu. Bon, et sur la couverture, je vous donne l'exemple, c'était pour les filles A comme amie, parce que les garçons n'ont pas d'amis, bien sûr, B comme bijoux et C comme chapeau. Voilà.
Donc il y a une petite fille qui disait, moi mon papa, il a un collier, il a une boucle d'oreille, il a des bijoux. Voilà, donc ça on était déjà très contents d'en parler. Et pour les garçons, c'était A comme acrobatie, B comme bagarre et C comme cabane. Voilà, parce qu'il est bien reconnu que ces 3 choses ne sont pas du tout pratiquées par les filles. Voilà. Donc vous voyez, quand j'exagère, je fais exprès de... Mais ces livres-là existent, hein, et je pourrais vous citer des milliers d'exemples, fort malheureusement. Donc on est en 2013, oui, voilà, mais le sexisme est plus que jamais présent. Et je dirais que ce que je vis moi comme un échec, par exemple, c'est que peut-être un effet pervers de la crise, hein, voilà, peut-être un effet pervers de la société actuelle, mais cette littérature rose bonbon ou bleue, enfin, mais très 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 genrée, filles-garçons, hein, les livres de princesses à paillettes et compagnie, je pense que vous voyez de quoi je veux parler, il suffit de se balader dans les centres culturels, malheureusement, dans les Leclerc et dans les Fnac. Voilà, ça a tendance à reprendre de l'importance, alors que grâce aux années 60-70, à tous les travaux des féministes et Françoise Dolto et compagnie, d'autres prise en considération de l'enfant et du droit à l'égalité, ça s'est remis en cause actuellement. Il faut être vigilant, il faut en parler, et c'est très important. Donc, des succès d'un côté, et les échecs, justement, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on m'ait dit, c'est pas vrai, ça n'existe pas le sexisme, et que j'ai dû en débattre, parfois violemment. Et donc, je serais d'accord avec les personnes qui en parlaient tout à l'heure, je crois que c'était Nicole, sur l'importance des chiffres. Ben oui, je ne parlais pas de pourcentage et de trop de chiffres aux enfants, surtout pas aux tout petits, mais par contre, avec les adultes, j'ai pu avoir des armes pour me défendre, grâce aux chercheurs et chercheuses en littérature jeunesse, grâce aux sociologues. Et ces chiffres dont je vous parlais tout à l'heure, là, une héroïne pour 10 euros, je vais y arriver finalement, des chiffres comme ça, et par exemple aussi une étude, parce que j'ai énormément lu pour documenter cette exposition, et plus on lit, croyez-moi, plus on est alarmé. Je ne suis pas très 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 positive là-dessus, mais bon, d'où l'importance de former en fait les enfants dès le plus jeune âge, dès la petite enfance, à une culture antisexiste. Mais par exemple, des sociologues anglais se sont penchés sur la littérature pour enfants et ont vu que dans le cadre de la famille, on parlait tout à l'heure du ménage et de la vaisselle, n'est-ce pas, puisqu'on ne sert qu'à ça, eh bien la femme dans la famille, dans l'emplacement de la famille, la mère de famille, est toujours représentée comme une femme au foyer. Alors que, voilà, c'est plus vraiment le cas actuellement, hein. On peut dire que c'est même une minorité des femmes, hein. La majorité des femmes maintenant travaillent. Et les sociologues comparaient en fait la représentation de la famille avec le père qui est toujours en train de lire le journal dans le canapé. J'exagère pas, hein, c'est vraiment comme ça que sont représentés les parents dans les images de la littérature enfantine. Et ils comparaient cela à en fait la société des années 50. Voilà. Et qu'apparemment, en fait, dans la représentation sociale de la famille, ça n'avait pas bougé vraiment dans la littérature jeunesse depuis les années 50. Voilà, on est resté figé dans un espèce de passé idéalisé, mais je vois pas en quoi il est idéalisé, hein, mais c'est ce que disent beaucoup d'auteurs et illustrateurs quand une espèce d'image comme ça de la famille, vous savez, avec la femme qui est en tablier en train de faire la cuisine, ou donner le biberon, ou voilà, être dans le soin, et le papa, il va à la rigueur jouer, ou alors ne pas s'intéresser à l'enfant. Voilà. Donc vous voyez dans quelle thématique on est. Et d'autre part, l'importance vraiment de cette éducation à une culture antisexiste passe par le livre, passe par la petite enfance. Et elle est importante parce que le fait que dans les livres pour enfants, tout comme d'ailleurs mais bon, c'est pas mon domaine, mais dans les dessins animés, dans beaucoup d'autres, dans les jouets, comme on le disait, voilà, dans beaucoup d'autres domaines de la culture, le fait que ça soit extrêmement stéréotypé et que ça ne donne pas d'exemple positif aux filles, parce que là, il est bien question des filles. Attention, je ne dis pas que les garçons ne sont pas victimes de clichés. Dans les livres pour enfants, ils doivent toujours être courageux, pas le droit de pleurer, etc. Ça, c'est des choses absolument répréhensibles. Mais les filles en sont encore plus victimes, dans le sens où elles sont toujours dans une passivité, toujours à l'intérieur, alors que le garçon a le droit de jouer à l'extérieur. Bref, il y a des comme ça, actifs, passifs, intérieur, extérieur. On sait bien à qui est dévolu l'un des domaines, à qui est dévolu l'autre, malheureusement. Et l'importance de pouvoir donner des modèles positifs, comme par exemple des femmes mères, pompiers, mère M-A-I-R, pompier, Premier ministre, j'en sais rien. Figurez-vous que ces personnages-là, on les a en masculin en littérature jeunesse. Il y en a pas mal, hein. Vraiment, les métiers, en fait, sont assez... il y a vraiment un très très large panel de métiers représentés par les hommes. Donc les petits garçons peuvent, très très jeunes, s'identifier sans problème, se dire plus tard je serai médecin, je serai voilà, tout ce que je veux en fait. Alors que les femmes, elles vont être représentées toujours dans les mêmes métiers, toujours le soin, toujours l'éducation. Et à part ça, en fait, rien. Ou quasiment. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment important de montrer des modèles positifs, de montrer des livres différents, parce qu'il y en a quand même, et de faire attention de ne pas proposer toujours les mêmes choses
aux enfants, surtout pas voilà, toujours les livres de princesse et toujours les choses comme ça. Et donc ça, voilà, il faut vraiment en débattre. Et voilà, tant qu'on continuera à me réclamer, vous avez des livres de princesse, voilà, ou à me dire, bah non, le sexisme n'existe pas en littérature jeunesse. Voilà, le combat ne sera pas terminé. Mais si on commence à les éduquer maintenant, les générations futures iront peut-être mieux. Voilà. Merci, merci. Il y a plusieurs personnes dans cette salle qui se souviennent encore qu'en 1981, quand Yvette Roudy est arrivée aux affaires, la première chose qu'elle avait prévu de faire, c'était de s'attaquer aux manuels scolaires et aux stéréotypes. Donc ça paraît aberrant d'entendre qu'on en est toujours là. Nicole, la question, laquelle de vos actions considérez-vous comme les plus réussies? Quels sont peut-être les échecs ou les limites que vous avez rencontrés? Et puis vos leçons pour l'avenir? Alors, moi, je n'ai que des réussites, quoi. Moi, j'existais pas il y a 10 ans de ça et 15 ans de ça. Le sport était vraiment pas pris en considération pour les femmes. Et ce que je décris en termes de capacité à devenir un outil fondamental de la construction du soi, aussi important que pour les filles que pour les garçons, ça n'avait jamais pu être vraiment pris en compte et démontré. Voilà, vous voyez, je suis une personne lambda qui crée une petite association à la suite d'une violence, qui fait un procès, qui construit un projet, qui le met en œuvre et qui peut-être a cette chance de savoir en parler et d'avoir pu convaincre et de faire des rencontres et des gens qui ont permis justement que ce projet s'implante sur le terrain. Quand je suis partie, moi, il y avait une chose dont j'étais sûre, c'était que, évidemment, je vous ai dit le bonheur que j'ai eu à faire du sport. Donc, j'étais sûre que ça, on ne devait pas l'empêcher aux petites filles, qu'on devait le leur donner aussi. Ça, j'étais sûre de moi. J'étais sûre que ce projet-là, il y aurait une partie qui, de toute façon, serait une réussite. C'était celle-là. C'était celle du sport, du corps, de la joie de jouer et de la joie de s'exprimer avec ce corps-là et de construire de l'ambition grâce à ça. Après, j'étais moins sûre pour le reste, pour le côté verbalisation, pour le côté dessin, pour toutes ces choses-là. Je suis un peu allée comme ça, à tâtons, en cherchant des outils que j'ai créés. Et alors des outils qui n'ont pas coûté des millions, quoi. Voilà, on se prend des fois à la tête à se poser des multiples questions. Mais comment on va aborder ce thème? Et comment je vais en parler? Et qu'est-ce que je vais faire? On a déjà vu là plusieurs expériences où il suffit d'être bien sûr de l'objectif qu'on veut atteindre. Et ensuite, on peut construire des outils, on peut trouver des outils. Alors, les verbalisations, ce sont des fois des questions simples. Moi, j'ai fait un film en 2000. Et quand vous posez la question, est-ce que vaisselle, ça va avec papa et voiture avec maman? Tous les enfants, spontanément, ils vous disent non. Et on le voit sur l'écran. Tous spontanément, ils disent non. Et puis d'un seul coup, quand vous interrogez un enfant qui est dans la continuité du tournage, vous lui dites pourquoi tu dis ça, il s'arrête et il est sûr de lui, il vous dit parce que, et à un moment donné, le point d'interrogation dont je vous parlais tout à l'heure, où on le fait s'arrêter, il dit bah non, finalement, maman conduit une voiture et ma soeur conduit une moto. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'à cet instant d'interruption, dans sa pensée, dans son cheminement, c'est là qu'on arrive à casser le stéréotype. Là où je trouve que c'est très intéressant aussi, et vous l'avez très bien démontré là dans l'histoire de la littérature enfantine, c'est quand on les fait parler entre eux. Moi, je trouve que quand on a la chance de pouvoir leur lancer le sujet, créer les conditions pour qu'ils se parlent sur la base des outils, mais que vous soyez un intervenant bienveillant, à la fois acteur, mais assez distant, voyez, leur laisser de la place, ouvrir un petit peu les choses et les laisser s'exprimer, et bien finalement, ils se parlent et ils se disent des choses très pertinentes. Vous voyez la réponse tout à l'heure, un garçon qui dit, une fille qui répond. Et malheureusement, elle répond dans une représentation, mais peu importe. Ils se sont répondus, se sont parlé. Et je trouve que là, c'est encore plus fort que quand ça vient de l'adulte, me semble-t-il. Quand on travaillait sur la notion de poupée, moi je trouve ça extraordinaire, les poupées. J'écoutais ce que vous disiez tout à l'heure dans votre propos aussi. Les poupées. Les poupées, c'est pour les filles. Tout le monde a ça en tête. Et c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure aussi. Alors qu'en réalité, quand on a posé la question aux enfants, nous concrètement, on avait mis une enveloppe où il devait y avoir une poupée, et en fait, dans l'enveloppe où il y avait la poupée, c'était un action man. Et donc les petits garçons, l'action man, c'est le gros militaire avec la mitraillette là. Et donc quand les garçons, on leur avait fait choisir une image sur la base de poupée, ils n'étaient pas venus à la poupée parce qu'ils ne savaient pas que c'était un action man qu'il y avait dans l'enveloppe. Et les petites filles, elles étaient ravies, elles disaient on va prendre la poupée, elles pensaient trouver ce que vous pensez. Voilà. Et quand l'enveloppe est ouverte avec les petits, on sort, hop, et on voit l'action man. Alors là, déception là. Ça ne correspond pas du tout. Alors là, mince, si j'avais su, j'aurais pris l'action man, les garçons et les filles. Et là s'engage une petite conversation entre les enfants. Et un garçon qui dit dépité, il dit ouais, mais les poupées, de toute façon, c'est pour les filles. Bien. Et il y a une petite fille qui se lève et qui lui dit, elle lui dit, mais ton action man, elle lui dit, c'est une poupée. Et donc, stupeur des enfants qui se regardent comme ça, le petit garçon il est un peu interloqué. Nous-mêmes, d'ailleurs, les adultes autour, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle dit là?
Et moi, je rentre à la maison, après, je regarde ce que c'est que la définition d'une poupée. C'est là que les mots sont importants. La poupée, c'est une représentation miniature. Donc, l'Action Man, c'est une poupée. Alors, pourquoi, quand une fille joue à la poupée, c'est nul? Les filles, ça joue à la poupée. Et moi, je joue au soldat. Mais non, en fait, en réalité, ils jouent tous à la poupée. Sauf que le regard qu'on pose sur la poupée, en tant que joueur, en tant qu'enfant, et en tant qu'adulte, n'est pas le même. Et que l'un est dévalorisant, l'autre pas. Pourtant, la finalité, c'est bien se construire un soi, se faire plaisir, s'amuser avec un objet. Donc, vous voyez comment on est tous imbriqués, baignés dans ces choses-là, et qu'une petite remarque d'une petite fille, d'un seul coup, tout ce que ça fait exploser. Vous voyez? Eh bien, ton Action Man, c'est une poupée. Quelques mots. Eh bien, la réflexion, elle est intéressante. Quand vous observez aussi le comportement dans la cour de récréation, vraiment, je le dis toujours, là je suis avec des enseignants, ils me disent mais comment je fais pour le sport et tout ça, parce que bon voilà, le parcours EPS n'est pas encore sorti, mais il va venir. Je dis mais c'est simple, regardez la cour de récréation, mais avec un vrai regard, tiens, les montures bleues et les verres roses. Voilà, un vrai regard. Prenez le temps, d'abord filmez déjà, filmez avec un téléphone portable si vous n'avez pas de caméra, parce que tout le monde n'a pas ça sur place, mais filmez. Téléphone portable, maintenant tout le monde peut filmer. Et vous datez. Voilà, au début du projet, on a pris la cour de récréation. Et regardez cette mobilité différente des petites puces de 3-4 ans. Mais comment c'est possible? Je voudrais juste vous renvoyer au premier pas de l'enfant. Hein? Tout le monde s'émerveille quand un petit bout de chou commence à marcher, non? Vous êtes tous d'accord avec moi? On est content, on les voit marcher, on les voit se tenir debout, ils tombent, ils se relèvent. L'échec, en l'occurrence, là, est valorisé comme étant positif, parce que il faut se relever, c'est l'acquisition de la marche. Donc, on est bien sur la construction d'un schéma moteur. Et tomber fait partie de l'apprentissage. Revenons après à ce qu'on dit aux enfants quand ils sont en apprentissage scolaire et comment on qualifie la performance. Elle est souvent perte de confiance en soi. Alors qu'en réalité, rater, c'est bien. C'est bien parce que du coup, on va comprendre pourquoi on a raté et du coup, on peut apprendre davantage, on peut apprendre mieux et différemment. Et Madame Vidal a démontré que le cerveau, il apprend de façon complètement différente en fonction des individus, ça n'a rien à voir avec le genre homme-femme. Donc voilà, regardons la cour de récréation, et bien regardez les espaces. Regardez la mobilité de votre petite fille et de vos petits garçons. Mais moi, j'ai envie de dire aux parents, mais bon sang, venez voir la cour de récréation et regardez. Et si ça vous fait pas mal au cœur, moi, je comprends pas que ça vous fasse pas mal au cœur. Parce que votre petite fille, si elle restait dans le coin de la maison, à pas bouger, à occuper juste son petit espace, quelque part, ça vous poserait question. Et quelque part, ça vous interrogerait. Alors pourquoi d'un seul coup, ça n'interroge plus personne? Pourquoi? Voilà, moi, je dis, c'est concret. Les garçons prennent les filles comme des pions. Dès le départ, si on fait des jeux de grands espaces, hein, des jeux de mobilité, des jeux de position, ils les prennent comme des pions, ils les placent. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles acceptent. Je voudrais vous raconter une situation que moi, je n'ai pas vécue, mais que m'a racontée une enseignante. Elle travaillait sur l'instruction civique et tout ça avec une petite classe. Et elle a voulu travailler sur la Constitution, comment on pouvait créer une Constitution, comment ça fonctionnait, la démocratie. Et alors, elle fait participer les enfants. Et puis, il se trouve que dans la conversation, je vous fais court, hein, parce que c'est coupé. Dans la conversation, les enfants disent, les filles ne votent pas. Ça, sérieux, hein, mais je vous assure, les filles votent pas. Donc les filles, alors l'enseignante, elle investit pas trop, mais les filles, tout le monde est d'accord. Les filles, elle écrit les articles. Hein, les filles votent pas, ou tout le monde est d'accord. Oui, tout le monde est d'accord. Boum, là déjà je tombe de ma chaise, je me retrouve sous la table. Les filles se révoltent pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les filles se révoltent pas. Bon, ok, très bien, on écrit la Constitution, elle est votée, les élèves votent, voilà, on a voté. Et puis alors on décide de faire une action dans la classe, et donc il faut qu'on vote pour mettre en place l'action. Et donc, au moment du vote, les filles, elles se lèvent pour mettre leur petit papier. Ah, mais non, on a dit que les filles ne votaient pas. Ah, les filles ne votent pas. Alors, du coup, stupeur. Et d'un seul coup, ça a une conséquence. Eh bien oui. Mais si on ne met pas la situation concrète en action, on a décidé que les filles ne votaient pas, on rentre à la maison, les filles ne votent pas. Et on ne déconstruit pas cette représentation-là. Donc petit à petit, ils ont recommencé à discuter. Ah ben non, mais c'est pas juste. Certaines filles commencent à dire, ah mais c'est pas juste, on vote pas nous. Pourtant ça concerne la classe. Et voilà comment on a pu construire un dialogue intelligent sur quand même la révolte, qui devrait venir beaucoup plus tôt. On devrait au moins arriver à construire des situations où on n'a pas besoin de se révolter, c'est ce que je vous disais. En fait, qu'est-ce que j'aimerais porter? Moi j'aimerais qu'on rêve. Moi je rêvais de l'ABC d'égalité. Mais il y a 10 ans de ça, je le dis dans un film, il faudrait que l'éducation nationale s'en saisisse. Il y a 10 ans de ça, je répétais, je vois Suzanne, je la regarde, et je disais, mais je le verrai jamais. Je vais mourir, et j'ai que 54 ans, hein, et je vais mourir, ça ne sera pas fait, on ne le verra jamais. Et puis, voilà, rêvons qu'on peut avoir du poids, rêvons que l'engagement individuel, associatif, construit sur des choses simples, concrètes,
qui nécessitent de la démonstration. Oui, les politiques publiques sont ce qu'elles sont, mais elles ont besoin aussi d'être accompagnées de choses concrètes. Eh bien, rêvons qu'on peut continuer à changer le monde et à faire en sorte qu'on puisse leur donner à ces enfants le moyen d'utiliser leur temps, leur énergie, leur potentiel à être ce qu'ils ont envie d'être, en tant que fille, en tant que garçon, ne pas gâcher de talent. Parce que qu'est-ce qu'on gâche comme talent avec ces stéréotypes? Et quel gâchis économique pour cette société qui se met des milliards pour éduquer des enfants dans une école et qui, à la sortie, construit des stéréotypes qui ne me dérangent que quand ils sont invalidants et handicapants. Parce que se construire une identité, ça passe aussi par certains stéréotypes. Mais il faut combattre ceux qui sont invalidants et handicapants. Ben moi, je dis que je vais continuer à arriver. J'ai envie, maintenant qu'on a l'éducation nationale, grâce à la mise des droits des femmes, eh bien, j'ai envie de faire en sorte de créer un outil pédagogique pour les parents. Parce que à l'école, on va arriver à former les enseignants. J'en ai vu une centaine déjà, qui sont effectivement dans des situations, des fois, de posture un peu freinatrice comme ça, un peu observatrice, un peu dans le doute, peut-être pas toujours convaincus, mais quand ils nous ont quittés, qu'ils ont passé une journée avec nous, grâce à tout ce qu'on leur montre, tout ce qu'on leur dit, sont hyper partants. Donc ça, c'est super positif, j'en ai vu une centaine, donc il va y en avoir beaucoup qui vont rentrer dans l'ABC d'égalité. Mais moi, je pense qu'il faut aller aussi dans cette sphère privée, pas de manière intrusive, mais en utilisant l'image, la vidéo. Je voudrais faire un film, qu'on puisse filmer les ABC d'égalité avec le temps Claé et le temps scolaire, et qu'on puisse le passer à la télévision, sur Arte, sur France 3, voilà. Et nouveau succès, grâce à l'IEC en 2008 où j'ai pris la parole, j'ai fait plein de choses entre-temps, et maintenant je suis dans des colloques d'entreprises, et des grosses entreprises, et qui me disent, bon alors qu'est-ce qu'on fait pour vous? Je dis, je veux bien que votre fondation, elle me donne des sous, parce que je voudrais faire un film avec mon association, et ils me donnent de l'argent. Donc j'ai l'argent pour faire ce projet, et j'aimerais vraiment qu'on puisse, tous les ans, suivre la BCD, à heure de grande écoute, sur la 7, sur la 5, sur la 3, et qu'on puisse montrer aux parents ce qu'est l'ABC de l'égalité, en quoi c'est vraiment bien pour leurs enfants. Et je suis sûre que quand ils auront compris qu'on a l'illusion de l'amour, en croyant qu'on éduque nos enfants sur les stéréotypes éducationnels, que c'est des atouts qu'on leur donne, c'est sur l'illusion de l'amour qu'ils sont. Et qu'en réalité, le vrai amour, c'est de donner tous les possibles, tous les potentiels, à toutes et à tous. L'école est une partie, la famille en est une autre. Voilà. Donc moi, je veux rêver. Et la preuve, ça marche.